En nous comparant avec nos voisins européens en France, le secteur du logement a pris énormément de retard. Un ménage français consomme près de 30% de plus d'énergie par logement que ceux des pays les plus performants, tels que l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas. Pour le chauffage, la consommation par mètre carré est en France 2 fois plus élevée qu'en Norvège. Parmi les 31 millions de logements français, 19 millions, soit 61% du parc, ont été construits avant la réglementation thermique de 1975. Avec un taux annuel de renouvellement du parc de 1%, il restera en 2050 entre 30 et 40% de logements antérieurs à 1975. Notre retard dans ce domaine est estimé à une trentaine d'années. Donc maintenant, il est très compliqué de rattraper en quelques années tout ce temps perdu. Et cela est devenu maintenant le problème de l'État, car il est impossible pour lui de faire appliquer ses objectifs compte tenu du niveau de performance actuel dans le secteur du bâtiment. Si l'État impose maintenant des niveaux de performance élevés par rapport au niveau actuel, il bloquera automatiquement la machine financière. Les industriels vont devoir revoir leur stratégie commerciale en prenant en compte maintenant ces nouvelles contraintes. Si cela se fait sur une trop courte durée, les investissements ne pourront suivre et cela pourrait les mettre en danger. Un autre problème est le délai et le coût des certifications sur ces nouvelles technologies. Une demande de certification peut prendre de 1 à 2 années, voire plus, et représente un coût important pour les industriels. Une remise en question sur la qualification et la qualité de mise en œuvre dans les entreprises du BTP est obligatoire. Un passage trop rapide à des performances élevées, comme par exemple le test d'infiltrométrie, a pour effet mécanique de faire monter les prix des entreprises face à des problèmes non maîtrisés encore aujourd'hui. Une étude récente a révélé que sur une centaine de bâtiments construits sous la réglementation thermique 2005 et qui ont été testés, seuls 20% atteignent les objectifs de la norme. Pour les architectes, les ingénieurs et les grandes écoles, celles-ci vont avoir besoin de temps pour se réorganiser et se former face à cette nouvelle demande, mais font face également à une pression financière croissante de la part des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Ceci va d'ailleurs dans le sens opposé de la qualité du travail qui doit être apporté dans la conception de ces bâtiments. En cumulant tous ces facteurs, il est clair que ce n'est pas en quelques années que ce retard sera rattrapé et que ces comportements corrigés. Donc cela va prendre du temps, et le temps c'est de l'argent. Le gouvernement sait que si demain il impose une réglementation trop drastique, cela engendrera une hausse des prix de la construction et par effet boomerang l'envolée des prix de l'immobilier en France. L'État est obligé maintenant de négocier dans l'urgence des délais et des objectifs avec tous ces acteurs économiques. La critique majeure que l'on peut émettre sur cette méthode de travail est qu'elle aboutit dans la précipitation à un flou artistique majeur sur la façon de comment pourra-t-on atteindre ces objectifs et l'absence totale de réforme sur les grandes règles communes qui conditionnent encore aujourd'hui le bâtiment. Comme nous l'avons vu, la loi de programmation du Grenelle de l'environnement fixe le calendrier de ces échéances, mais pose également un bon nombre d'interrogations. La création de la taxe carbone. Pour les taxes en France, nous sommes toujours en avance sur les autres, ça c'est indiscutable. À partir de 2012, tous les permis de construire devront afficher un bilan maximal de consommation d'énergie primaire de 50 kWh par mètre carré par an. Comment s'y prendra-t-on administrativement? La loi ne le précise pas. 400 000 logements anciens devront être réhabilités chaque année aux normes BBC. Quiz des financements. La réglementation thermique 2020 devrait conduire à des bâtiments à énergie positive, mais pour l'instant le Grenelle ne définit aucune méthode de calcul pour y arriver. Un effet bras de levier est exercé également sur les énergies renouvelables. Le gouvernement compte sur cette production pour diminuer la facture énergétique française et par conséquent réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est beaucoup moins évident. Produire beaucoup d'électricité en été alors que la demande est forte en hiver fait partie de ces ambiguïtés. Ne nous trompons pas de sujet, cela ne sera jamais aussi efficace qu'une bonne conception, une bonne isolation et de bonnes fenêtres. Les arrangements réglementaires négociés point par point issus du Grenelle de l'environnement n'ont été mis en place que dans le but certes légitime de préparer progressivement le bâtiment à ce changement radical, mais celui moins avouable de permettre aux industriels français de se préparer économiquement sans trop y perdre dans la bagarre. La profusion de labels créant une certaine cacophonie
sont, ne l'oublions pas, périssables dans le temps puisqu'ils dépendent des niveaux réglementaires retenus et de leur évolution dans le temps. La nature, elle, ne s'en soucie guère. Ces labels ne sont là que pour répondre à un besoin précis dans un temps donné, pour protéger un secteur économique bien identifié et par conséquent déconnecté de toute réalité. À titre d'exemple, pour le label Promotelec, les triples vitrages certifiés par le PHI en Allemagne sont refusés en l'absence de certification de la part du CSTB ou d'un ACERMI. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, le label Promotelec valide des vitrages 50% moins efficaces et prétend pourtant pouvoir atteindre les mêmes objectifs d'efficience thermique. Le pragmatisme écologique et économique pratiqué chez nos voisins d'outre-Rhin depuis une vingtaine d'années tranche avec la singularité française tiraillée, elle, entre enjeux environnementaux, lobbying industriel, réglementation protectionniste et contrôle des prix de l'immobilier. Pour le passif, actuellement en France, on ne trouve nulle part référence à ces constructions qui font l'objet dès à présent d'un confort de développement au niveau européen et sont en train de montrer que les surcoûts de construction peuvent être maîtrisés et inférieurs à 20% par rapport aux standards de la RT 2005 dans notre région. Pour l'instant, dans les objectifs à long terme de l'État, seul est soutenu le BBC au travers de crédits d'impôt et de subventions, alors que ce dernier est 2 fois moins performant. Pour corriger ces aberrations, il est du devoir de chacun de réagir. Pour chaque acte de bâtir, il est important de soutenir et de développer cette filière sur laquelle la France a encore une nouvelle fois pris du retard. Les procédés sont là, simples et évidents, et il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Ce n'est qu'une question de bon sens. En conclusion, la maison passive n'a pas la prétention de résoudre à elle seule le problème du logement dans notre pays, mais elle est la solution sans appel à la question du logement individuel, groupé, des petites unités d'habitation collective, mais également du secteur tertiaire de petite et moyenne importance. Recentrée sur notre région, la question de la construction passive en climat méditerranéen s'impose de toute évidence, grâce au formidable potentiel climatique que nous possédons. Des hivers modérés, un ensoleillement fournissant une énergie fantastique pour le chauffage, du vent et une hygrométrie pouvant être mise à contribution pour ventiler les locaux la nuit. Alors qu'attendons-nous ?